$2000. Des dollars 1 jusqu'à 2000. Ouais. C'est la rançon que nous exigent nos députés nationaux pour faire leur travail. Et pire encore, si ces montants est un SMIG très envié à travers le monde, sachant qu'au Congo on n'arrive même pas à 300, eh bien, nos députés veulent cette rançon en supplément de leur salaire déjà, qui doit être autour de 6 ou 8 000 $. Bon, ils disent pour leur défense qu'ils sont payés au taux de 1600 sur $1. Le pauvre. Je comprends, moi. Quand on a des bureaux à entretenir et un train de vie compliqué, c'est difficile à gérer. Et là, nous avons une explication ce matin. Nos vaillants élus nationaux méritent mieux autant que les couches socio-professionnelles. Les couches socio-professionnelles qui méritent tous un supplément de 2000 $. En tout cas, il faut vraiment nous montrer leurs dealers. Ils vendent de la bonne. Ouais, ils ont des bons dealers. Parce que les couches, déjà, on n'en porte plus, on est au Pampers. Mais prétendre que ajouter 2000 $ de plus aux députés équivaut à ajouter de l'argent autant qu'à toutes les couches professionnelles, socio-professionnelles, c'est un peu... c'est moquer de nos populations et nos socio-professionnels. Alors, la polémique a éclaté. Bonsoir et bienvenue sur So Politico. La nation est sur les nerfs parce que les députés veulent 2000 $ de plus sur leur salaire. Évidemment, ça ne peut pas enchanter tout le monde, ni qui que ce soit, parce que nous sommes non seulement en crise endémique financière, mais aussi en une crise sanitaire incroyable qui est la Covid-19 qu'on doit combattre. En dehors de ça, la députation, n'en déplaise à nos amis délimités qui jubilent peut-être depuis la sortie de ces documents, mais les députés sont sur une lancée spécifique qui a été incarnée depuis plusieurs mois l'année dernière, c'est qu'on a augmenté des conseillers du président Félix Tshisekedi et même le personnel de la présidence, il y a des conseillers qui vous sortent avec plus de 20 000 $ le mois. J'assume ce que je dis parce que c'est vrai. Alors, pourquoi on n'en a pas parlé? Parce que ça touchait les bons camps et maintenant ça touche les mauvais camps. Nous avons tous participé à ces désossements tels des vautours, mais il faut qu'on ait un débat profond sur les dépenses publiques. Parce que nous allons profiter de cette situation pour cisailler nos députés, les découper, les manger, parce qu'ils ne sont défendables sur aucun point. Mais quand on va en finir avec les députés, il faudra que quelqu'un nous dise pourquoi il a fait des conseillers du président Félix Tshisekedi, le rang des ministres, ainsi de suite, gonflant encore les budgets de la présidence. C'est la première institution qui a beaucoup consommé l'année dernière. Il y a les voyages du président. Combien ça nous a coûté? Combien ça nous a rapporté? Bon, on ne fait pas une évaluation comptable de l'activité diplomatique comme ça, je l'admets. Mais y avait-il un moyen plus intelligent de dépenser? Oui. Et pourquoi on devrait payer de manière juteuse les conseillers du président, et ainsi de suite, et pourquoi ne pas payer les députés? Si vous voulez, notre pays et ses dirigeants sont dans une course à la régression. C'est-à-dire, lui, il a fait ceci, moi je dois faire pire que lui. Alors, à partir du moment où les conseillers du président étaient autorisés à dépecer les finances publiques, s'il vous plaît, les députés se sont dit, écoutez, on prend part à la fête.
Ils mettent leur smoking et ils y vont. Et nous voilà aujourd'hui. Et maintenant, par profit politique, ça sort sur les réseaux sociaux. Ok, merci, bienvenue, apportez-nous les documents, mais nous allons faire un vrai débat. Donc aujourd'hui, je vais exorciser les députés nationaux, mais la semaine qui va venir, on va devoir exorciser aussi la personne qui avait fait augmenter les conseillers du président. Il n'y a pas que eux, il n'y a pas que les députés dans ces pays. Les finances publiques sont saignées à blanc. Sinon, on n'aurait pas des gens à Makala en train d'être innocents. On a un problème sérieux de gestion dans ces pays. En fait, ça va au-delà. C'est un problème de sorcellerie financière. Vous n'avez pas assez d'argent, vous ne produisez pas assez, mais vous voulez consommer plus que ce que vous produisez. Soyons sérieux. Alors, avant de continuer, je vais vous faire écouter un enregistrement et nous reviendrons après pour le commenter. Merci. Les Congolais ne nous ont pas choisis pour ça. Ils nous ont choisis d'abord pour mettre de l'ordre, de l'unité, de la cohésion, mais surtout apporter des réponses à leur quotidien qui reste difficile. Le Congolais vit avec moins de 450 ou 480 dollars par tête d'habitant par an. Je crois que notre ambition, celle du président de la République, la mienne et le Premier ministre, est de battre cette mauvaise réputation de pauvreté des Congolais. Et donc ça nous demande un haut sens de responsabilité, un haut sens d'humilité pour répondre à ce que moi j'appelle être des urgences sociales. Et donc entre un débat sur la Constitution, les phrases de la Constitution, le beau français de la Constitution, et la difficulté de quelqu'un qui à Lemba a connu des pluies et n'habite plus dans sa maison, ou a connu des pluies et a vu des personnes dans sa famille mourir et ne peut pas l'enterrer depuis 1 mois et demi, je pense que ça me trouble plus comme présidente de l'Assemblée nationale, peut-être, mais avant tout comme citoyenne congolaise et comme maman congolaise. Ça me semble important. Maman congolaise Jeannine Mabunda. Ces discours datent du mois de février, si je ne me trompe pas, dernier. Opposition entre le camp de l'ancien président Joseph Kabila et celui du président Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Et dans cette situation, Madame Mabunda réagit à une sortie du président Félix Tshisekedi à Londres lors de sa tournée en Grande-Bretagne, où il a menacé, entre guillemets, de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement congolais, disons, on va dire l'Assemblée nationale. Et évidemment, la réponse politique allait venir, les sons de jurisme, ou je vais dire les sons juridiques, ou de juridisme, mais nous avons aussi eu un lot de cet enregistrement, de cette partie où Madame Mabunda, très patriotique, très touchée par la situation de la pauvreté en RDC et du vécu du Congolais, a les bons chiffres, 400 quelques dollars par an, ce qui revient à dire 1,2 voire 3 dollars par jour pour un Congolais. Moi, avant de faire un commentaire sur ces discours, et je ne vais pas en faire beaucoup, j'aimerais qu'on nous mette parfois au courant de certaines réalités. Si des gens au sein de la classe politique congolaise souffrent de la bipolarité, il faudra qu'on nous dise, parce que nous devrions identifier laquelle des personnalités de nos dirigeants est en train de faire une telle promesse et laquelle vient agir autrement plus tard. Comme ça, nous ne serons pas déçus et nous ne nous poserons pas des questions légitimes. Nous avons Madame Mabunda qui dit elle est maman congolaise, qui se pose des questions sur la pauvreté des Congolais, qui mérite une réponse sérieuse et urgente. Mais la même maman, parce qu'on a coupé cette vidéo, il y a une partie où elle parle de la crise de Covid-19 qui mérite une réponse sérieuse. La même maman, on ne parle pas, ça c'est une grosse déception, parce que nous ne parlons pas de la classe politique congolaise typique, s'il vous plaît. Quand Joseph Kabila a décidé à désigner un candidat du FCC pour le bureau de l'Assemblée nationale, qui devrait être notre prochain speaker,
Pour une fois, il y a eu très peu de polémiques. Pour une seule raison, pour beaucoup bien évidemment, mais pour une fois, la candidate qui allait être là, ce n'était pas une moindre mesure. C'est une dame qui mérite, c'est une dame très intelligente, c'est une dame extrêmement bien formée et qui s'y connaît. En fait, elle n'a jamais été trempée dans une quelconque histoire avant. C'est quelqu'un qui a toujours, bien évidemment, c'est qu'on sous-entend, servi ce pays à divers niveaux. Alors son avènement allait quand même incarner une rupture, ne serait-ce que sur la façon de penser, s'il vous plaît. Parce que nous ne parlons pas, nous ne voulons pas des Superman à la tête de nos institutions, ni des gens qui viendraient avec des baguettes magiques taper et changer des choses. Non, nous sommes conséquents et réalistes dans nos choix. S'il vous plaît, je vais dire, si vous choisissez l'équipe du Zimbabwe face au Brésil, vous vous sous-entendez quand même qu'à un certain moment, vous n'aurez pas Ronaldinho dans l'équipe du Zimbabwe. Mais dès là, avoir notre joueur de l'équipe du Zimbabwe qui se retourne, qui tire dans son propre but et célèbre. Non mais... Pour ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons, il y a une lettre du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, datée du 5 juin, qui fait mention d'une demande de la présidente de l'Assemblée nationale pour une augmentation, s'il vous plaît, de salaire des députés d'au moins 2 000 $ par personne et d'une augmentation de 50% pour l'enveloppe budgétaire qu'on accorde au bureau de l'Assemblée nationale. La lettre du Premier ministre Ilunkamba date du mois de juin. Dans cette lettre, le Premier ministre fait une référence à la lettre, à la demande de Mme Janine Mabunda qui date du mois de mai. Alors pour faire grosso modo, parmi les urgences que Mme Mabunda nous dit dans son discours d'un français éloquent à faire marcher les morts, en réalité, en plein mois de mai que nous venons de vivre, la présidente de l'Assemblée nationale estime que dans ses prérogatives, dans les priorités qu'il faut prendre en compte en ces moments, c'est une augmentation de 2 000 $ par tête des députés et bien évidemment plus d'argent pour son Assemblée nationale. Elle qui, un peu plus tôt, parlait en janvier, en février, parlait des populations congolaises qui croupissent et qui ont besoin d'une assistance. Cette situation mérite une séance d'exorcisme. Ceux qui connaissent la chanson congolaise que j'étais en train de mimer au début, c'est une chanson religieuse congolaise en lingala qui dit grosso modo que ce qui nous arrive n'est plus une question physique, c'est une question spirituelle d'esprit. Alors il faudra se battre par esprit. Je suis convaincu que Mme Mabunda n'est pas d'une mauvaise foi. Elle a sûrement un calcul politique derrière cette histoire. Mais sa demande devient criminelle vis-à-vis de la RDC à partir du moment où nous sommes en pleine lutte contre la Covid-19. Notre pays ne pourra pas atteindre ses projections budgétaires fixées à 11 milliards, à 10 milliards quelque chose. Nous allons devoir revoir des moitiés cette projection. Il y a même un collectif budgétaire qui doit s'imposer et devinez qui doit organiser ça. C'est Mme Mabunda via l'Assemblée nationale. Elle est parmi les acteurs clés qui doivent trouver des solutions pour sauver notre économie qui est en train de plonger, qui est en récession. Alors, si vous sortez des termes économiques, je vais vous parler en termes simples, c'est que notre État n'a pas d'argent. Nous n'avons même pas d'argent pour lutter contre la Covid-19 parce que nous tendons la main telle une manche pour pouvoir recevoir et les aides des États-Unis et les aides de l'Union européenne qui, heureusement, nous assistent. Et bien évidemment, ces aides ne sont pas suffisantes parce qu'il en faut plus. Il y a plus de 4000 cas au Congo, on a une progression d'une centaine de cas par jour. En dehors de ça, ce n'est pas seulement une question médicale, c'est une question économique, structurelle et sociale. Il faudra que l'État se prépare à faire face à une vague économique qui va venir après la pandémie. Ça sera beaucoup plus violent, ça sera beaucoup plus brutal que la pandémie. Alors, voir
un des acteurs clés de cette responsabilité de trouver des solutions pour faire face à ces enjeux graves qui arrivent, est très préoccupé par l'augmentation des dépenses publiques, c'est de la sorcellerie. Beaucoup vont dire que nous jouons le jeu politique et que la lettre ne surgit pas innocemment et que voilà, c'est au moment où Jean-Marc Aboun tente de se battre assez lamentablement pour se sauver de la noyade dont il est objet, nous voyons une lettre qui décrédibilise Mme Mabounda et l'Assemblée nationale. Bon, on va être conséquent et sincère, oui, c'est très pénible les coups bas politiques. Oui, ce que Jean-Marc Aboun fait, on a vu les palais du peuple scellés, c'est assez grave sur le plan démocratique. Mais nous ne sommes pas là-bas, c'est le contenu de la lettre qui est important à ces niveaux. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enseignants qui cherchent de l'argent pour le programme du président de la République concernant la gratuité scolaire, comment ils vont prendre ça? Qu'on ajoute $2000, c'est le prix de... quoi? C'est l'argent de au moins 4-5 enseignants. Même d'une dizaine, pardon. Une dizaine d'enseignants par mois. Aucun député n'en a parlé. Est-ce qu'il n'était pas au courant? Depuis 48 ans, on le cherche. Le téléphone est fatigué de sonner dans le vide parce que personne ne veut répondre. C'est une cupidité incroyable qui met en lumière la nature profonde de la classe politique congolaise qui est celle des démons, des sorciers. Excusez-moi, je vais vraiment être conséquent aujourd'hui. Je pense que ça prouve quand même des sérieux problèmes d'égoïsme et des visions même à travers nos dirigeants. Ce n'est pas de l'opportunisme, ce n'est pas de la juxtaposition de fait en se disant « Ok, on va profiter d'une telle situation pour s'acharner sur le genre ». Non, je n'ai jamais fait d'émission sur Mme Mabounda, j'en ai jamais quasiment parlé, je trouve qu'elle a toujours bien fait son boulot. Mais de là à demander $2000, je crois qu'elle est vraiment coupable sur le plan politique et sur le plan vis-à-vis du Congo parce qu'elle aurait à un certain moment pu cerner cette réalité en se disant « Ok, le pays n'a pas besoin d'une telle demande en ce moment, nous cherchons de l'argent, ce n'est pas pour aller payer des députés. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que leur travail. Alors, est-ce qu'ils ont pour autant le droit d'être gratifiés? Quoi? Defenestré Kaboun devient un fait d'armes. Non, soyons sérieux quand même. Et le pauvre gars, Ouvira s'est noyé, les gens à l'Est, en fait, voilà. Et avec ça, quand quelqu'un, on va dire exemple comme Moïse Katumbi qui vient faire un don d'ambulance, on commence à envoyer des tweetos qu'on paye pour dire voilà, c'est des 207 et c'est des ambulances pourries. Mais soyons sérieux quand même. Pendant ces temps, vous prenez $2000 par mois fois 500, ça fait $1 million. Ça, je ne prends pas l'argent que Mme Mabounda a demandé pour sa chambre basse. $1 million. Qu'est-ce qu'on ferait avec $1 million comme fonds public? Les budgets de lutte contre la Covid-19, c'est exactement à $1,3 million par mois. Ça veut dire que les 500 députés nous demandent de leur donner de l'argent qu'on devrait utiliser pour sauver toutes les nations face à la Covid-19. Je clôt ce chapitre-là. Je demande à chacun de réfléchir la prochaine fois que nous allons voter et de ne pas oublier les noms. S'il vous plaît, retenez les noms de chacun qui pose les actes aujourd'hui. Parce que le prochain sujet vient évidemment sur notre capacité à porter des sanctions vis-à-vis des actions politiques aussi belliqueuses et caractérisées qui nuisent à l'avenir de notre nation. Parlons des actions caractéristiques belliqueuses. En 2003, Joseph Kabila, 2 ans après être arrivé au pouvoir, va réussir quelque chose de très intéressant, de très important pour l'avenir de notre pays, pour l'histoire de notre pays. Il va obtenir la fin des rébellions. Grâce à ses frères Jean-Pierre Bemba, Azarias Roubaix-Roy et les autres, ils vont se réunir afin de bouffer ensemble, mais bien évidemment de mettre fin à la guerre. Nous avons choisi la démocratie comme modèle, à apprendre bien sûr, parce que nous ne savions pas réellement, et jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne savent pas vraiment
c'est que c'est la démocratie. Nous avons vu ça avec l'arrivée de l'UDPS au pouvoir. Nous n'imaginons pas un parti qui a défendu la démocratie pendant autant d'années puisse se retrouver aujourd'hui en train de poser certains actes qui poussent à se remettre en question. Dans cette démocratie, il y a un socle. Au-delà de tout, c'est le processus de choix des dirigeants. Ça s'appelle élection. Et au cœur des élections, il y a une institution capable de nous garantir à tous que nos choix, que nos voix, que tous les candidats puissent être représentés de manière démocratique et surtout transparente et libre. Cette institution s'appelle la Commission électorale. Elle a pris des différents noms, Commission électorale nationale, Commission électorale nationale indépendante, et ainsi de suite. En 2006, elle est mise en place un peu plus tôt, mais elle organise ses premières élections en 2006. Quand elle est mise en place, elle a eu pour un principe simple. Mais son président, étant la personne la plus centrale du système électoral, doit être choisi selon une procédure déterminée, transparente et démocratique. Ainsi, les autres membres, par exemple le vice-président vient d'un camp, les rapporteurs et ainsi de suite, chaque composante de la classe politico-sociale de la RDC devrait apporter un candidat, un choix, une voix, pour qu'ensemble, au final, nous ayons une grande cohésion au sein de la Commission électorale nationale indépendante pour que nous ayons une garantie pour le processus de choix de nos dirigeants qui, je le rappelle, est le socle de la démocratie dans notre pays. Malheureusement, le rêve étant toujours loin de la réalité, jusqu'à aujourd'hui, nous peinons à atteindre les objectifs qui ont été fixés par écrit à travers ces principes. Je donne un exemple. En 2006, la société civile, c'est à elle qu'en revient le choix du président de la commission électorale, se réunit. La société civile est composée d'ONG, d'ONG d'une part, de certaines structures. Ensuite, les autres structures sont le président de confession religieuse, des choses comme ça. Ensemble, quand ils font un choix, ils arrivent à établir une clarté au sein pour un candidat. L'abbé Apollinaire Malou Malou, paix à son âme, fut le premier président de la commission électorale. Il a fait un travail remarquable en 2006. Nous devons l'admettre parce que d'autant plus que nous apprenions à savoir c'est quoi un vote, c'est quoi les élections. Cet abbé a donné le meilleur de soi, même s'il y a des contestations, il y en a eu, et bien évidemment il y a eu des manquements, mais l'histoire a prouvé que peut-être que c'est lui le seul qui a bien fait les choses. Après 2006, la donne politique a changé au Congo. Le président Joseph Kabila s'est installé durablement au pouvoir. Et c'est alors que la CENI devient une institution au cœur de bataille politique, où un pouvoir en place fait tout pour la contrôler, parce que c'est elle qui déclare les futurs gagnants, c'est d'elle que découlent les résultats électoraux. Quand l'abbé Apollinaire Malou Malou termine son travail en 2006, on le défenestre, mais on met en place un mécanisme très bien huilé de succession à la tête de la CENI. Alors, il y a la messe catholique et les autres, mais entre-temps, au jeu de connaissances, des accointances politiques, on arrive à se dire non, on va prendre seulement quelqu'un qui était au sein de la CENI pour le succéder au président. À l'époque où ils choisiront Ngoïmolunda Daniel. Le nom vous a fait sursauter. Je ne dirai plus rien. Ngoïmolunda organise Capharnaüm électoral en 2011. Les élections de 2011 étaient tellement chaotiques au point que Etienne Tshisekedi, candidat, quand il est interviewé sur une chaîne française, on lui demande s'il a eu combien de voix. Il dit « J'ai eu 76% de voix, 76% au Congo, et M. Joseph Kabila a eu 26%, ce qui fait 102%. »
Pourquoi? Bon, le vieux, c'était un lapsus, mais ce qui était sûr, le Sphinx, y compris le président Joseph Kabila, était tout à fait incapable de dire exactement ce qu'ils avaient reçu comme pourcentage, parce que les élections ont été un chaos. Les résultats, on a filmé des résultats en train de pourrir sous la pluie, jamais collectés, et à un certain moment, quelqu'un, comme il avait dit à Etienne Tshisekedi, au Kolela Munoko Mboka, tu vas plairer en langue du village, ça veut dire quoi en fait? C'est qu'on met des points, et puis voilà, on savait qui on allait déclarer vainqueur. À ces niveaux, le vice-président de la CNI de 2011, M. Jacques Njoli, sait de quoi je parle. La nuit où il a fallu publier les résultats définitifs de la présidentielle, il sait ce qu'il avait fait et je le salue pour ça. Et il le sait à quel point ces élections ont été un problème pour notre nation. Mais le Congo aime la paix. Il s'est dit, malgré les tripatouillages, allez, allons avec le président Joseph Kabila. De toutes les façons, il va faire la révolution de la modernité, mais c'est aussi son dernier mandat. 2016, on arrive. Pendant ces temps, avant d'arriver en 2016, souvenez-vous du mécanisme des successions bien huilé qui s'était mis en place. De la poche de Daniel Mulunda, on sort Corneille Nangaa, inconnu. Technicien, il s'y connaît en matière électorale parce qu'il était secrétaire exécutif de la commission électorale quand il devient président. Pendant ces temps, nos politiques, nous tous, nous étions un peu concentrés à autre chose. Je crois qu'à l'époque, nous étions plus concentrés à dire non, Kabila essaie un troisième mandat, la nomination de Nangaa n'est pas quelque chose, c'est de la fumée pour nous tromper, on ne va pas s'intéresser à ça. Nous, on va s'intéresser à Joseph Kabila. Malheureusement, c'est à ces niveaux que les choses se jouent souvent. Corneille Nangaa, pour ne pas faire des imputations dommageables ici, il est sanctionné par les États-Unis en février 2019 pour corruption, enrichissement illicite et sape au processus démocratique. Je ne sais pas si cette incrimination veut dire quoi. Il ne sera jamais poursuivi en RDC jusqu'aujourd'hui. Il est sanctionné aux côtés d'un certain Norbert Bassengezi et d'un autre cadre de la CENI, mais aux côtés de deux autres personnes, et vous allez comprendre pourquoi. Le président de l'Assemblée nationale à l'époque, Oba Minaku, et le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba. Alors, pourquoi on sanctionne Minaku, Corneille Nangaa et les autres? Les prochaines minutes, c'est des déclarations faites sur base d'un rêve. C'est totalement hypothétique, c'est totalement dénué de toute source logique, donc ne les considérez pas. En fait, pendant 2018, des enregistrements audio vont circuler sur Internet où on entend Oba Minaku en train de se féliciter en se disant « Grâce aux machines à voter, nous aurons la vie facile, nous pourrions gagner les élections ». Ces audios mettront du feu dans le processus électoral. Nous commençons la danse non au MAV. Martin Fayoulou danse non au MAV, non au MAV, non au MAV, machine à voter. Mais au final, on vote avec la machine à voter. Mais on se rend compte qu'en fait, c'était beaucoup plus difficile de tricher avec les machines à voter, même avec les machines à voter, puisque Félix Tshisekedi sera élu. Alors, quel a été l'enjeu réel de la machine à voter? La machine à voter était une escroquerie vis-à-vis même de Joseph Kabila. Je l'assume, je vous le dis. En fait, la question de la machine à voter a été purement économique. C'était un business que les gens ont institué autour de Kabila, faisant rêver les cadres de la majorité de la coalition à l'époque pour dire qu'avec ces machines, ils vont gagner les élections. Ils ne gagneront jamais les élections grâce à ces machines. En tout cas, même les résultats chaotiques à l'Assemblée nationale, aux législatives, ne sont jamais issus grâce à ces machines-là. Je vais vous expliquer. Selon The Financial Times, un quotidien britannique sérieux, réputé, les machines à voter coûtent 400 $ l'unité en Corée. Or, d'après les factures présentées par la CENI que Financial Times cite, que nous n'avions pas vues certes,
l'État a payé ces machines à 1 500 $ l'unité. On a acheté plus de 100 000 machines, calculez vous-même les intérêts économiques. Et donc, à un certain moment, quelqu'un venant avec son opération a pu, au sein de la majorité, pour vendre l'idée et dire au grand cadre, non, regardez, si on achète cette machine, nous allons gagner. Vous comprenez bien que cette personne est forte. Et les États-Unis n'hésiteront pas à sanctionner ces personnes-là. Je n'ai rien dit. Comprenez entre les lignes, avançons. Nous avons attesté, d'une part, que la commission électorale était une véritable foire des commerçants. En dehors des aspects commerciaux, les votes du 28 et du 30 décembre 2018, vous l'avez en mémoire, inutile de vous rappeler ce que ça a été. Les gens ont cherché leurs noms à les mettre, on a croupi sous la pluie, des bureaux fantômes, ainsi de suite. C'était un fiasco que l'on ne pourrait pas oublier d'une vie. Et vous le savez. Les véritables acteurs de ces fiascos, qui a réalisé ces grandes élections superbes et pour lesquelles on pourrait vraiment lui tirer notre chapeau, c'est bien évidemment Corneille Nangaa. Mais pas seulement Corneille Nangaa. Il y a eu à l'époque un secrétaire exécutif de la CENI en 2018, que je ne citerai pas le nom, retenez bien ça, parce que nous allons revenir sur ces postes-là très clés. Rappelez-vous, Ngoï Mulunda, Corneille Nangaa ont toujours été secrétaires exécutifs et puis tu deviens président. On va arriver. Alors, les élections de 2018, nous le savons, et paix aux âmes de nos braves combattants, Linkolula, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala et tous ceux dont on a oublié les noms, et je vais même aller au-delà, tous nos policiers qui ont été tués malheureusement à l'issue des échauffourées ont payé le prix d'une mauvaise organisation des élections. S'il vous plaît. Mais là où les élections seraient encore pires, et là je vais vous surprendre, je ne vais pas chez l'opposition, c'est au niveau des législatives. Et je ne vais même pas interroger nos amis de l'opposition, c'est au cœur du pouvoir que les choses se sont passées. Je parle du FCC. Les gens qui étaient censés gagner grâce aux machines, comme le disait notre ancien président de l'Assemblée nationale, ils en ont bavé aux législatives. Pour la simple raison que si vous regardez les listes des députés, il y a des centaines de jeunes qui sont des étoiles montantes de la politique kabiliste, qui avaient mérité d'être élus, qui avaient recueilli des voix. Un peu partout où ils sont passés. Je parle de Lubumbashi, je parle de la Mongala, je parle d'un peu partout. Ces jeunes n'ont jamais été votés. Ils n'ont jamais vu leur nom et les résultats qu'on leur a donnés au final n'ont jamais reflété la réalité. Vous vous rappelez, en 2011, on a eu les députés nommés. C'était des accusations. La même méthode s'est pérennisée, avec la même CENI, certes, parce qu'on a seulement changé l'assemblée plénière, c'est-à-dire le président et le vice-président et quelques, mais tous les systèmes de la CENI est resté en place. 2018, c'est la même chose. Je vais vous surprendre. Et le clou du spectacle, c'est là, c'est quand le président Joseph Kabila apprend qu'à l'issue des arrêts de la Cour constitutionnelle, un certain député, Raphaël Kibuka, est invalidé au profit d'un autre. Et là, je vous cite une source impossible à contredire. L'ancien président en était choqué. Même lui ne comprenait plus ce qui se passait autour des listes des élus. Alors que tout le monde a dit que c'est sa famille politique et boutique. Vous voyez là où il y a le mal. En fait, la commission électorale s'est retrouvée être l'acteur, à travers ce membre, d'un certain Tchernobyl. C'est vraiment Tchernobyl, politique et électorale, où ceux qui ont été élus, et ils sont sincères, et c'est pour ça que je vais m'adresser à tout le monde, ils seront sincères au point de vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont bavé pour être élus.
il ne suffisait pas d'être voté pour avoir un siège à l'Assemblée nationale, il fallait en plus en baver. Il fallait ne pas dormir, même si vous aviez votre nom dans la liste, en première liste qui était sortie. Et pire encore, ceux qui ont été invalidés, puis validés par la Cour constitutionnelle, n'ont pas dormi parce qu'ils attendaient des recours sur des arrêts de la Cour qui sont inattaquables. Et puis, cerise sur les gâteaux, sérénade, tel Molière assis sur son clavier, il tape. Nous sommes dans confutatis maledictis, brûle en enfer. Eh bien, le clou du spectacle arrive quand la Cour constitutionnelle rend des verdicts, mais face à la contestation, invité par le président Félix Tshisekedi, le juge Benalouambas va s'entretenir avec le chef de l'État, revient, regroupe sa cour, fait publier des erreurs matérielles. Mais là, vous allez bien vous rire, les erreurs matérielles, à moins que je ne suis pas juriste et je suis aussi nul en termes juridiques, mais je sais que quand il y a des erreurs matérielles, ces dernières ne peuvent pas modifier la nature initiale d'un jugement sur lequel elles sont basées. Mais nous, chez nous, les erreurs matérielles, c'est-à-dire Daniel Safwa était invalidé en recours, quand on modifie l'erreur matérielle, Daniel Safwa est réélu. Rien que ça. Les dernières élections, même si à la présidence, nous avons eu les résultats qui ont fini par contenter tout le monde, quoique dénoncé, évidemment, chacun de vous, où que vous soyez, vous êtes sûr d'une réalité que le président de la République que nous avons a été contesté d'une partie et je ne vais pas entrer dans cette polémique, mais j'avance. Les résultats des législatives ont été encore plus chaotiques. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi j'en parle? Après tout ça, les druides du chaos, vous savez, Obélix, les druides, les vieux avec la barbe, oui, c'est eux, ils sont entrés dans leur laboratoire avec des ingrédients, ils mettent et ils disent, ok, cette fois-ci on va corriger l'erreur. La première erreur, c'est de trouver une solution à ce que les dauphins ne se noient plus sur la plage. La deuxième erreur à corriger, c'est qu'au-delà de la majorité absolue concoctée à l'issue des élections passées, ça s'entend, la sentence arrivée. C'est là que je vous avais dit, retenez bien le nom des gens qui posent les actes. Alors, tout ce monde-là sait maintenant que nous commençons à retenir le nom, y compris ceux qui vont à Makala, y compris ceux qui pourraient ne pas être acquittés les 20. Alors, sachant tout ça, ils sont rentrés dans leur laboratoire pour nous concocter leur modèle initial et très réputé. Retenez bien que j'avais dit la succession au sein de la CENI. Secrétaire exécutif, président. Secrétaire exécutif, président. Alors, cette fois-ci, c'est le même modèle. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va se dire, pourquoi se méfier de lui? Parce que c'est un expert de la maison. Sauf que le gars a un dortoir en son nom à Kingakati. Ronsard Malonda, l'actuel secrétaire exécutif de la CENI, c'est-à-dire de l'équipe qui a été à la base du chaos électoral de 2018, est proposé par une frange des églises pour succéder à Corneille Nangaa. C'est le droit de tout le monde, vous allez me dire, oui. Sauf que les églises ne sont pas les seules à décider du successeur du président de la CENI. Il faudrait y associer la société civile. Mais comme souvent, druide, à moins que vous soyez Obélix qui soit tombé dans la marmite, vous ne bouffez rien, on va donner la potion aux plus méritants. Les druides ont boutiqué. Exactement, nous sommes le 14 aujourd'hui, donc dans 16 jours, il sera le 30 juin, 60 anniversaire de la RDC, 60 ans d'anniversaire plutôt de l'indépendance. Et ça sera un euphémisme si je vous dis que 60 ans après, nous sommes toujours en train de débattre sur la transparence d'un choix démocratique.
les processus démocratiques est le socle d'une société des droits et des libertés que nous avons choisi tous. Mais vous conviendrez avec moi que avoir un processus démocratique, avoir une élection totalement transparente, ne se suffit pas pour la vie d'une nation. Il faudra encore avoir les moyens de ses ambitions, il faudra encore régler beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas des structures financières et sanitaires solides, des institutions solides. Donc, 60 ans après, Lumumba est mort, des gens ont payé de leur sang pour ces pays, nous sommes encore en train de débattre, même pas de débattre, nous sommes encore en train de stopper certaines personnes qui veulent tripatouiller les prochains résultats des élections. Sérieux, est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? Je veux dire, est-ce qu'à un certain moment, on ne peut pas se convenir de jouer tous dans les règles? Les combines politiques existent, mais c'est quoi la combine politique? C'est quoi la malice politique? C'est quoi être un grand politicien aujourd'hui, un grand stratège? Est-ce que vous voulez nous faire croire, au sein de la coalition FCC, que Joseph Kabila ne peut pas gagner une élection sans que vous alliez choisir un président de la CENI qui lui soit favorable? Soyons quand même sérieux. Je vous ai démontré comment l'ancienne équipe de la CENI a roulé même l'ancien président. C'est-à-dire, de par son activisme autour de la machine à voter, elle a pu contribuer à un envenimement des situations contre Joseph Kabila pendant longtemps. Parce que les gens ont dit que Joseph Kabila allait truquer les élections par les machines à voter. On a vu Martin Fayulu l'en faire dans tous les sens, mais il a fini par se dédire. Parce qu'on a vu qu'à la fin, on a voté avec les machines, Félix Tshisekedi a été choisi, ainsi de suite. Mais le problème, c'est la transparence des résultats. Qu'on vote avec des machines, même avec des pieds, même avec des haches, le problème restera le même si les présidents, les bureaux de la CENI ne restent pas indépendants. Nous n'arriverons à rien si les gens qui dirigent la CENI sont des gens téléguidés par des acteurs politiques. Parce que même si vous arrivez à vous dire « Ok, vous gagnez face à l'opposition », mais entre vous, vous allez faire comment? Vous avez vu comment vous avez failli vous manger pour la députation nationale. Maintenant, finalement, vous allez toujours favoriser la même situation au sein de la CENI et au final, vous sacrifiez de nombreux jeunes, de nombreux politiques de qualité qui peuvent même surgir de votre propre plateforme. En biaisant les processus sur l'ensemble, en se disant qu'on aurait un tel résultat à la fin, vous pourriez peut-être gagner des postes, vous pourriez peut-être gagner votre siège au Sénat ou à la députation nationale, mais vous allez encore venir réclamer 2000 $ de salaire de plus. Vous vous retrouverez dans la situation d'aujourd'hui en train de fouiller Twitter, éteindre vos téléphones parce que vous êtes incapable de justifier une demande d'augmentation. Pourquoi? Parce que notre pays, s'il était dans de bonnes conditions, nous n'aurons pas à monter sur vous pour dénoncer ça. Non. Est-ce que quelqu'un, à un certain moment, là où vous êtes, peut se rendre compte que vos activismes, votre activité nous rend tous, à nous tous alors, mauvais service, même à vous-même? Contrairement à tout ce qui s'est dit, Joseph Kabila n'est pas le grand gagnant des manigances qui peuvent découler de son camp. Non. Au bout des 18 ans, il est insulté comme pas possible, on va le dire, je vais vraiment vous dire la vérité aujourd'hui. Il est insulté comme pas possible, alors que dans la sous-région, quasiment tous les partis au pouvoir ont pu obtenir un mandat supplémentaire pour leur président, pour leur leader. Avec tous les moyens que Joseph Kabila avait mis en jeu pour sa coalition, elle a été incapable de lui donner un troisième mandat, ne serait-ce qu'un mandat des dauphins comme Nkurunziza l'a fait, paix à son âme. Alors vous voulez continuer à prétendre que vous allez continuer avec la même technique? Non, quand même, vous ne pouvez pas perdre et continuer à faire la même chose en croyant que vous allez gagner. Vous faites reculer cette nation. Les Congos régressent parce que chaque personne, un vendeur de vent, est en train de dire « Ok, en faisant ça, on aura ça ». Non, non, on n'aura pas ça, il aura ça.
La question de la CENI est capitale pour notre pays. Parce que nous devons passer un cap. C'est lui de pouvoir se dire, nous n'allons plus nous battre sur de petits coups. C'est-à-dire, nous n'allons plus tricher sur les règles des désignations, allons nous battre dans l'arène. Mettez vos moyens. Arrivez à convaincre le peuple. C'est là qu'on sentira que vous êtes le meilleur. Pourquoi vous ne voulez pas vous battre à la régulière? Sérieux. Nous avons besoin d'élections dans ces pays parce que on ne peut pas faire 15 ans sans savoir l'aspiration réelle de notre peuple. C'est quoi? On a un président élu à moins de 40%, s'il vous plaît, parce que des gens se sont dit c'est la meilleure façon de gagner des élections et ils ont inscrit ça dans des lois. Non, messieurs. Non, le Congo mérite mieux. S'il vous plaît. Souffrez. Je crois que vous ne pourrez plus mourir dans la misère. Vous avez fait suffisamment d'argent. Souffrez cette fois-ci de laisser à ce pays le droit d'avoir des élections libres et équitables, transparentes, véritablement. Si vous n'avez pas fait des stratégies politiques, si vous n'en savez rien, les sciences po sont encore ouvertes. Vous pourriez apprendre. Faites appel à des génies, je ne sais pas quoi. Mais laissez-nous au moins, après 60 ans, la possibilité que nous voyons que les aspirations du peuple congolais soient reflétées dans un vote public, dans un vote populaire, dans un vote électoral. Comme a dit l'avocat Georges Kapiamba, ceci ne passera pas. Nous ne demandons pas un Superman à la tête de la CENI parce qu'on n'en aura pas. Nous n'aurons que celui qui sera l'image de notre société, mais que ces choix soient faits en toute conséquence. Parce que le problème n'est seulement pas celui du dirigeant de la CENI. Parce que regardez bien, l'année 2018, on a eu à voter une nouvelle loi électorale qui a rafistolé quasiment tout notre système électoral à des fins politiques. Avant ça, nous avions revu la Constitution et supprimant un deuxième tour qui a rafistolé encore notre situation à des fins politiques. C'est-à-dire les 15 dernières années, les bons qu'on avait faits en avant sont engloutis par des calculs politiques qui nous font revenir vers le départ, sur le point de départ. Et en ce moment, nous ne pouvons pas aller voter avec ni cette loi-là, avec ni cette Constitution. Cela voudrait dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. Et vous allez nous excuser, nous ne pouvons pas vous laisser faire ça indéfiniment. Non, nous ne pouvons pas, ça suffit. Chers compatriotes, mobilisez-vous, cette émission est assez spécifique. Nous n'avons pas d'intervenants, je voulais vous passer ce message. Mobilisez-vous. Suivez ce processus électoral qui a commencé. La désignation de membres de la CENI est l'élément clé pour les futures échéances. Si vous laissez faire dans l'ignorance, dans le calme, en espérant peut-être que la situation aujourd'hui va jouer pour vous, quels qu'en soient les partis où vous vous retrouvez, quel qu'en soit celui qui vous soutenez, le fait de choisir des dirigeants spécifiques à la CENI ne vous sera jamais profitable. Au contraire, vous donnez à ces gens un pouvoir impossible à mesurer sur le processus. Et vous vous retrouverez en train de vous battre, de vous marcher dessus sur les députations ou la présidentielle, alors que si vous avez laissé les choses se faire, peut-être que vous auriez eu plus de chance. Prenez cette situation à cœur et battons-nous pour que notre processus électoral qui arrive de 2023 soit le plus démocratique possible que celui qui vient de passer.